Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour, bienvenue au Café Presse Politique. Je ne savais pas qu'on avait déjà démarré, je n'ai pas bien écouté le générique. Très heureux de vous accueillir en ce mercredi, comme tous les mercredis. Troisième numéro du CPP en 2021. À nouveau un CPP sans son présentateur attitré, le 39e que j'assure à la place de Khaled Rani, toujours détenu à la prison de Kholéa. Ce soir, Khaled Rani passe sa 300e nuit en détention que nous avons condamné systématiquement, détenu parce que couvrant le Hirak, détenu parce que journaliste indépendant, détenu parce que journaliste sans concession avec les règles de son métier et toujours détenu, condamné à 2 ans de prison parce que Khaled Rani s'est conduit de tout temps dans les 2 procès qu'il a eus en homme libre, debout dans ses bottes. Pour ce CPP, le 3e de l'année, nous avons le plaisir d'accueillir Ali Brahimi pour la première fois dans le Café Presse Politique. Merci. Bien, très content de t'accueillir, Ali, avec nous. Merci. Il y a quelques temps, moi aussi, je suis très content d'être voilà, avec vous. merci, Mahbabik. Ali Brahimi, pour ceux qui ne le connaissent pas, militant politique au long cours, je ne pourrais pas étaler tous ses états de service depuis le temps où il est sur les fronts. Détenu, on s'est conduit en 1980, détenu de Brouaguia en 1980 dans le printemps berbère. Et depuis toujours fidèle à la revendication démocratique qui avait déjà animé le printemps berbère à l'époque. Aujourd'hui, militant politique, animateur cofondateur au sein du Kaman et vigilant sur les questions de liberté. On va évoquer les questions de liberté aujourd'hui, Ali. Avec nous, Jafar El-Khdari, membre du collectif de la société civile pour le changement démocratique et du CRASP. Voilà, je vais compléter ce qu'il n'y a pas sur le synthé. Jafar El-Khdari qui est maintenant beaucoup plus connu du public du Café Presse Politique parce qu'il nous accompagne de plus en plus régulièrement. Jafar, bienvenue, merci pour ta disponibilité. Merci. Alors, ça ne sera pas tout à fait un café presse politique s'il n'y a pas d'autres journalistes. Il y a Akram Khalif qui va sauver l'honneur entre guillemets de la presse. Il sera avec nous pour commenter l'actualité cette semaine. C'est d'ailleurs premier sujet que nous allons évoquer, celui de la sécurité, des questions sécuritaires, avant de traiter des libertés, parce qu'il y a toujours un wagon de détenus, soit qui ont été embastillés les derniers jours, soit qui vont être jugés, soit qui ont été jugés et qui vont passer en appel. Et on fera un point rapidement sur cette question des libertés avant d'aborder en deuxième moitié d'émission la question de la loi électorale, du projet de loi électorale et de ce qui peut changer dans la perspective de nouvelles élections, d'un retour des Algériens aux urnes, notamment avec les élections législatives. Et on aura au téléphone Abdelrahman Arar pour en parler avec nous. Abdelrahman Arar qui a un point de vue un peu différent de celui de nos invités sur cette question-là. Abdelrahman Arar qui a eu l'amabilité d'accepter de répondre, qui va commenter le projet de loi et qui va nous dire son intention vis-à-vis des échéances électorales. On nous fait beaucoup le reproche de ne pas inviter des points de vue différents de ceux qui s'expriment le plus souvent sur Radio M. Donc nous ne pouvons que remercier Abdelrahman Arar d'accepter de se plier à ce jeu-là. Il y a beaucoup d'invités qui pourraient porter son point de vue qui refusent de venir sur Radio M. Je tiens à le rappeler à tous les commentateurs qui nous disent on aime bien votre radio, mais il y a toujours un seul point de vue qui s'y exprime. Ce n'est pas de notre faute, on essaie toujours de faire parler l'autre point de vue, mais ce n'est pas évident. Merci, très bien. Akram Khalif, bonjour. Mauvais démarrage de l'année 2021. On ne s'attendait pas à ce que nous revenions à une forme de chronique de l'actualité des pires années de l'Algérie. C'est l'attentat je ne sais pas d'ailleurs s'il faut l'appeler attentat, de Tbessa, un véhicule tout-terrain où il y a des chasseurs qui sautent sur une bombe artisanale. Est-ce qu'on est d'abord sûr qu'elle a été
qu'elle a été déclenchée à distance? Parce que c'est une question essentielle. Si elle a été déclenchée à distance, ça élimine la piste d'un engin explosif qui serait resté depuis longtemps, voire depuis les années de la guerre civile. Est-ce qu'on est sûr que ça a été déclenché à distance? Non, non, il n'y a pas eu de communication autour de ça. Effectivement, c'est important de le savoir parce que ça détermine si c'est un attentat ou si c'est un incident dû à ce qui reste du piégeage démaqué par les groupes terroristes il y a quelques années. Ça arrive assez fréquemment, malheureusement, hein, qu'il y ait des chasseurs ou des randonneurs qui périssent ou qui sont blessés à cause de ça. On ne le sait pas, mais effectivement, le début d'année est assez compliqué, avec cette multiplication d'incidents, on va dire, liés au terrorisme. Jusqu'à maintenant, on peut pas encore parler d'attaque, on peut pas parler d'opération terroriste. On a eu les cas de Jijel, Tizi Ouzou et Mselmoun Tipaza où il y a eu où des terroristes sont tombés nez à nez avec des militaires, où il y a eu des accrochages. Pour le moment, on ne sait pas si c'est lié aux conditions météorologiques qui sont très très difficiles et qui font donc en sorte que les terroristes essayent de descendre un petit peu des montagnes vers des endroits au climat un petit peu plus clément, ou si ça obéit à des mouvements réels des groupes terroristes. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'ils ne sont pas à l'offensive, mis à part l'incident de Tébessa ou l'attaque de Tébessa, qui n'est pas encore claire. Dans l'éventualité où ça serait un engin actionné à distance, je pense que les groupes terroristes qui connaissent bien la région, parce que il y a un foyer endémique à Bir el-Ater depuis toujours. Si c'est le cas, il est possible qu'ils les aient confondus avec des patriotes, des groupes d'autodéfense ou quelque chose comme ça, ou bien qu'ils aient considéré que, étant donné que ce sont des chasseurs, il y avait de l'armement à récupérer, un minimum d'armement à récupérer. Et ils sont passés à l'acte. A dit dans l'éventualité d'une déflagration actionnée à distance. Alors, ça, c'est pour le volet. Je pense qu'on aurait dû, dans la communication, peut-être nous, les journalistes, avons failli à notre mission, essayer de répondre justement à cette question en dépêchant des journalistes sur place. Malheureusement, les modèles économiques de la presse algérienne sont ce qu'ils sont, et ceux qui ont les moyens ne le font pas suffisamment. Mais on devrait pouvoir répondre à cette question de savoir si ça a été déclenché à distance ou pas. Alors, depuis, on a vu que le chef d'état-major a fait la tournée des popotes. Moi qui regarde de temps en temps, et pour cela d'ailleurs, les médias publics ou les écoutes, il y a un discours, évidemment, il y a la menace sur la frontière ouest avec la tension qu'il y a sur le long du mur au Sahara occidental. On reviendra sur le sujet dans nos prochaines émissions, mais on a un peu le sentiment qu'il y a peut-être une tentative de récupération sécuritaire pour nous dire encore plus qu'avant, le pays est en danger, restez tranquilles les citoyens algériens. Il n'y a pas eu de narratif qui a accompagné toutes ces informations. Généralement, on a plutôt peu d'informations et beaucoup de blabla autour. On a un effet inverse cette fois. Je ne sais pas si c'est une mise sous tension, mais personnellement, je n'y crois pas trop. Et je ne pense pas qu'ils aient besoin aujourd'hui de le faire, hein, de recourir à ça. De plus, on a un centre de gravité du pouvoir qui est un petit peu éparpillé. Et donc, je ne vois pas qui, à l'intérieur de ce pouvoir-là, aurait intérêt à ce qu'il y ait cette mise sous tension sécuritaire. Probablement pas l'armée, parce qu'elle serait pointée du doigt inutilement et sans réel bénéfice politique derrière. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas en 2019, on n'est pas en 2018. Nous n'avons pas un personnage hégémonique à la fois à la double casquette militaire et politique. On a une sorte de dispersion des pouvoirs qui fait que je pense que ce type de mise sous tension n'est pas très très favorable et très intéressant.
Akram Khalif, merci beaucoup de nous avoir consacré de ton temps. À très vite, à très bientôt peut-être ici sur le plateau de Radio M. Merci. Bien sûr, au revoir. Un centre de gravité du pouvoir qui est éparpillé. J'en profite pour donner une information qui est tombée cet après-midi. Le président Tebboune a subi une opération chirurgicale sur son pied, malade. On n'a pas de détails exactement sur la pathologie. Il semblerait que ce soit finalement que le traitement n'a pas suffi et qu'il a eu recours à cette opération. On en saura un peu plus dans les prochains jours. Pour rappel, il était au 10e jour d'absence sans nouvelles. Ce qui laisse entendre que l'éparpillement du centre de gravité dont parle Akram Khalif va encore se poursuivre quelque temps. Est-ce qu'on a intérêt à instrumentaliser ce qui pourrait ressembler à un danger sécuritaire plus important que par le passé avec cette explosion qui a particulièrement choqué à Tbessa? Ali? Moi, je pense que... Plus près du micro, Ali, s'il te plaît. Moi, je pense... Tu peux rapprocher le micro, tu peux le rapprocher, voilà. Moi, je pense que le chantage sécuritaire n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2011 que le dispositif du chantage sécuritaire est en place. Bon, et effectivement, comme il a dit M. Khalif, il n'y a pas de narration cette fois-ci, mais cette dispersion, cette dissémination d'événements comme ça, que livre une seule lecture, attention, il y a un danger. Évidemment, elle participe, à tort ou à raison, elle se veut comme justificatrice de l'immobilisme du pouvoir, ou du refus du pouvoir de rendre justice à la demande populaire de changement. C'est clair. Pour le reste, bon, ça peut être une bombe héritée de la colonisation, ça peut être une bombe laissée par les maquis terroristes islamistes. C'est les mines, hein, c'est plutôt les mines. Ça peut être une bombe héritée des maquis terroristes islamistes des années 90. Mais ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas d'incitation à faire des lectures, mais cette dissémination et ce rapprochement à travers le temps peut bien vouloir dire que l'on veut encore instrumentaliser la peur et le danger, la peur et le sécuritaire pour refuser d'accéder à la demande de changement démocratique. Jafar, un commentaire sur cette Moi, j'y crois pas trop à cette lecture, je le dis clairement. Je pense qu'il y a une crise multiforme qui est déjà assez grave comme ça, sanitaire, politique, sociale, économique, régionale. Donc franchement, on n'a pas besoin d'en rajouter pour créer de l'anxiété. Je pense au contraire, d'ailleurs, je note moi que dans le passé récent, lorsqu'il y avait des attentats, du terrorisme dit résiduel, la presse, y compris la presse officielle, faisait preuve d'une étonnante discrétion. Hein. Moi, je salue au contraire, moi, par exemple, un changement d'attitude, par exemple, du chef d'état-major Shangri-La, qui s'est rendu sur place. Et il a eu le fonctionnement d'un vrai responsable qui doit aller au contact des troupes qui ont subi, je pense à Tipaza. Ce qui s'est passé, il n'a pas eu le temps d'aller à Tipaza. Voilà. Tipaza, c'est pas les troupes, et c'est des civils. Et je note d'ailleurs que c'est la première fois qu'on cite le nom et les grades des militaires. Alors que d'habitude, on ne sait même pas qui c'est. Hein. Il tombe dans l'anonymat le plus total, c'est-à-dire à la rubrique faits divers, ce qui est un scandale dans un pays démocratique. C'est-à-dire quand les forces de sécurité encaissent des pertes comme ça sur un plan sécuritaire, la moindre des choses, c'est de leur rendre hommage et d'être à leur côté. Je le dis clairement, surtout sur ces questions sécuritaires qui sont essentielles. Donc moi, je n'y vois pas d'instrumentalisation en l'état. Alors peut-être sur l'aspect régional, c'est autre chose. On en a déjà parlé. Mais sur l'aspect intérieur, il y a effectivement une inquiétude que nous ressentons tous par rapport à d'éventuelles résurgences, parce qu'on a parlé surtout de ce qui se passe au Sahel et qui aurait pu ensuite déborder. Là, on est dans des hypothèses, je rejoins un peu ce qu'a dit Akram. En l'état actuel des choses, des informations que nous avons, on peut pas se prononcer. Alors, il y a quelque chose par contre dont on peut être certain, c'est qu'il y a une continuité dans la feuille de route de répression. On a encore eu cette semaine le choc de la condamnation à 18 mois de prison. Alors, ceux qui suivent de près les questions des libertés disent que c'est la peine la plus longue, effectivement, prononcée contre une femme militante. Ouais. C'est depuis le début du Hirak. C'est Dalila Touat, donc militante avec le comité des chômeurs à Mostaganem, ouais. qui est victime de ce jugement, de ce jugement. Le climat de ce point de vue-là est le même. Et toutes les
toutes les lectures qui pouvaient laisser entendre ou supposer à un moment ou à un autre qu'il pouvait y avoir une pause avec les condamnations, une pause avec la répression, notamment avec le retour d'Abdelmajid Tebboune à la fin de l'année dernière, se sont avérées, elles n'ont jamais été réellement portées ici sur ce plateau, mais on a entendu, on a souhaité d'ailleurs peut-être un peu qu'il y ait cette pause dans la répression, mais il semblerait que ce soit la chose la mieux partagée au sein du système. Tu voulais dire quelque chose? Oui, moi j'enchaîne avec le sujet que tu as abordé tout à l'heure, parce qu'effectivement il y a un discours, en revanche. Il y a un discours, c'est le discours du front intérieur. Il y a des relents d'une rhétorique politique des années 60, un peu désuète d'ailleurs, mais on peut comprendre le sens. Sauf que pour qu'il y ait un front intérieur, en tout cas une unité autour effectivement de la résistance à certains périls internes et externes, il faut qu'il y ait un accord avec la population. Et lorsqu'on a une répression comme ça, lorsqu'on a une crise politique à laquelle on va y venir, on apporte une réponse diamétralement opposée à la revendication, parfaitement raisonnable de la population, alors on ne crée pas soi-même les conditions justement de cette nécessaire unité. Et la répression que tu viens de citer, qui est absolument scandaleuse, une prof de physique qui manifeste sa solidarité à l'égard de chômeurs, etc., qui est condamnée à de lourdes peines pour quelques posts, etc., sur Facebook, c'est absolument scandaleux. Et c'est parfaitement contradictoire à toutes les lois fondamentales de ce pays. Et donc, on est dans un schéma où on prétend revenir à une certaine normalité légale, etc. Mais on voit bien que, et c'est un des points fondamentaux, la justice continue à officier comme si ces lois n'existaient pas. Je parle des lois constitutionnelles garantissant les libertés publiques. Alors, pour rappel, il y a Walid Chekeshida qui va être rejugé samedi prochain devant la cour de Sétif. Et demain, nous attendons à Ain Benyan le verdict du procès de Mohamed Tadjadid et ses co-détenus, Mohamed Tadjadid, le poète de Hirak, le poète de la Casbah. Allez, une réaction sur la poursuite de cette feuille de route répressive? Je pense que c'est une feuille de route qui n'a pas changé depuis avril, depuis que Gaïd Salah, le défunt Gaïd Salah, a profité d'une mobilisation populaire contre le 5e mandat pour prendre le pouvoir et détourner la révolution, et le faire même au nom de cette même révolution citoyenne. Depuis, cette feuille de route ne s'est pas démentie. C'est la répression contre tous ceux qui sont allés au-delà de la question de la revendication du 5e mandat, en parlant d'état civil, en parlant de processus constituant ou d'assemblée constituante, en parlant de transition démocratique indépendante, en refusant au pouvoir le droit de conduire cette transition à travers le mot d'ordre de Ibn Aouga. C'est ça qui est visé. En fait, nous sommes devant une restauration autoritaire totalement assumée par le commandement militaire, et cette restauration a pour objectif de faire taire définitivement tous ceux qui prétendent aller au-delà de la question du 5e mandat, l'objectif étant par ailleurs de faire assumer au seul Bouteflika le désastre des 20 dernières années qui s'est chiffré par 1500 milliards de dollars dilapidés, etc., des milliards et des milliards de dollars détournés, etc. Et la preuve, une des preuves que nous ne sommes pas du tout devant autre chose qu'une normalisation strictement autoritaire, c'est le fait de ne pas avoir enclenché ne serait-ce qu'un début d'action de récupération des milliards détournés. La poursuite de la répression contre des militants hirakistes comme Kshida, comme Touet, on parle des derniers cas. Comme Khaled Drarni, alors c'est encore plus grave. Khaled Drarni, il était en train de faire son boulot de journaliste, et c'est carrément le journalisme qui est devenu un crime avec Khaled Drarni. Ce n'est pas uniquement le hirakisme qui est un crime. Donc c'est clair que le pouvoir n'entend rien céder. Il entend imposer sa feuille de route totale et ne rien céder sur les revendications des mécanismes fondamentaux qui peuvent aller vers le changement. Ce que nous pouvons dire, c'est que cette question des détenus, et de la répression, d'abord dans son volet détenu, c'est un scandale. Les chefs d'accusation sont très fantaisistes. Par exemple, avec le détenu de Khishla, j'ai oublié Mebarki. Avec Mebarki, on est arrivé jusqu'à instrumentaliser le simple déchirement d'une Nusra qui est beaucoup plus une relique
qu'un document religieux. 10 ans de prison en première instance. 10 ans de prison en première instance. Avec Walid Kchida, j'étais là-bas à Sétif le jour où c'est arrivé. C'est un scandale. Il faut absolument que les pouvoirs publics comprennent que rien ne peut se faire sans la libération totale et la réhabilitation des détenus politiques. Ça restera comme une tache noire. Ali, on va s'arrêter un petit moment sur l'utilisation des libertés ou cette restauration autoritaire dont parle Ali, pour se poser la question de savoir comment elle fonctionne, à quoi elle sert. Bon, on a un peu le sentiment que les détenus sont des otages depuis le temps, parce que chefs d'accusation fantaisistes, etc., qui sont là pour empêcher le retour du Hirak, pour faire peur, pour dissuader, en attendant la restauration des institutions. Puisqu'on s'était dit, ceux qui avaient été arrêtés avant la présidentielle, c'est pour laisser passer le 12-12. Il y en a une partie qui ont été relâchés. Ensuite, il y a eu l'échéance, il ne fallait pas que le Hirak reprenne donc pendant l'été, il y a eu des arrestations. Ensuite, il y a eu le 1er novembre. Et donc, aussi, on s'était dit que là aussi, il y avait de l'intimidation. Et finalement, on a toujours besoin d'une jauge, d'un nombre de détenus, d'otages, qui sont dans les geôles du système pour empêcher le mouvement populaire de se mettre en route. Mais en même temps, on nous fait observer, je vais me faire l'avocat de ce point de vue, que le régime n'a jamais basculé dans une répression aveugle. Et souvent, nos internautes nous font observer que Radio M est à Alger, à la place Odin, qu'on peut y dénoncer ces pratiques-là, je dirais pas en toute liberté, mais nous continuons à le faire en liberté, et qu'on n'est pas en Égypte. Il n'y a pas de répression massive. Et que donc, cette démarche de restreindre les libertés, de mettre des détenus en prison, d'opinion, etc., ce n'est pas une démarche stratégique de réponse totale. C'est quelque chose en attendant de voir mieux. C'est un élément d'un dispositif global. Comment on peut l'expliquer? En fait, ma question, c'est celle-là. C'est comment on peut l'expliquer. On l'a retourné contre nous, plus d'une fois. Il y a un dispositif global qui s'appelle la répression, qui s'appelle le déni de liberté, qui s'appelle un véritable état d'urgence de fait qui est imposé et qui est illégal du point de vue des lois en vigueur. Interdire à un parti politique de réunir son conseil national relève plutôt de l'état d'urgence que d'une mesure strictement administrative en temps de paix. Donc le dispositif il est global. Vous avez raison, il n'y a pas de répression massive, on réprime des têtes, l'objectif est de faire peur. Mais il y a une répression, et le dispositif, l'essentiel du dispositif, sa substance, c'est le déni de liberté, c'est l'état d'urgence qui empêche les réunions, qui empêche les débats, qui empêche l'expression, y compris dans les réseaux sociaux, qui empêche les dialogues de se faire, les convergences de se faire et l'organisation de se faire. Le secret, il est là. La substance du dispositif, c'est empêcher les citoyens algériens de débattre entre eux et de s'organiser autour de solutions consensuelles. L'arrestation de militants précis n'est qu'un élément du dispositif, elle vise à faire peur. Mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est l'état d'urgence qui veut à tout prix empêcher le peuple algérien de s'organiser. Et il faut savoir également qu'il y a d'autres procédés, les procédés de division du peuple, qui s'ajoutent. Par exemple, on empêche les libertés, mais comme ça, de temps en temps, on jette un problème, un gros problème qui va diviser les Zouaves, les ceci, les cela, les Arabes, les Kabyles, les Chaouis, etc. Tout ça, c'est fait pour maintenir le peuple en état de désorganisation. Voilà. Oui, c'est une répression effectivement de basse intensité, si on devait exprimer un langage un peu militaire. C'est pas une répression de masse, ça c'est vrai, par rapport même à ce que nous avons connu, nous, lorsqu'il y a eu des révoltes antérieures. Je pense justement que le système a appris de ces leçons. Il y avait d'abord, à un moment donné, il y avait une doctrine officielle qui était avancée, c'était ce qu'ils appelaient la gestion pacifique des foules. Donc vous voyez, c'était intégré, et on l'a bien vu d'ailleurs dans les manifestations, il n'y a pas eu d'heure. Son auteur est en prison. Voilà, son auteur est en prison, mais enfin je pense que ça continue à faire école, et je pense que c'est la philosophie générale. C'est-à-dire que le niveau de répression doit être ajusté au niveau de dangerosité. Donc inutile d'en faire plus, surtout que de toute façon les manifestations n'existent plus, etc. Et je pense que le but du jeu n'est pas de contenir, mais d'éviter que ça revienne. Donc effectivement, il y a un niveau de répression relativement bas, mais déjà insupportable dans son principe. Ce sont quand même des détenus d'opinion, ce ne sont même pas des activistes forcenés, etc. Ils ne représentent pas le niveau de dangerosité, par exemple, de ce qu'on voit
voit avec ce phénomène terroriste, etc. Ils n'ont rien à faire en prison. Bon, ça s'inscrit dans la crise globale qu'on a. Mais voilà, c'est simplement, je suis d'accord avec mais est-ce que Jafar, est-ce que finalement, à bien regarder, évidemment, on peut faire un bilan et dire que ça a donné des résultats du point de vue du déni de liberté, de l'état de siège qui ne dit pas son nom et qui empêche l'expression de liberté et tout ça, mais c'est peut-être aussi contre-productif. Oui, il y a un hirak non visible qui est en train de se réseauter autour, en premier, de la question de la défense des détenus. C'est-à-dire que on a voulu amener le hirak à être défensif, donc toute la deuxième moitié de l'année 2019, à partir des arrestations de juin-juillet, le Hirak avait développé une partie de ses mots d'ordre en défense des détenus. Il y a eu les ténors qui ont commencé à être arrêtés à partir de septembre. Donc il y avait quelque chose qui continue à pousser les gens à sortir et à être solidaires. Mais après le confinement, le Hirak, qu'on ne voit pas et qui continue, est ligué par la défense. Moi, je suis peut-être un peu plus bavard que d'habitude. Vas-y. On m'a embarqué le 18 juin 2020 à Antar, à la veille du 19 juin, parce qu'on avait peur. Pourquoi vous ne laissez pas une chance à Abdelmajid Tebboune? Je vais pas répondre je vais pas rapporter toute ma réponse ici parce que ça peut choquer, mais une des réponses, c'est que moi, tant que Khaled Rani est en prison, je suis contre le régime ne serait-ce que pour ça. Bon, évidemment, il n'y a pas que ça, mais et tous les hirakistes disent la même chose. Quand vous voulez un processus, un dialogue, Amil Khadr Bourg Allah yarhamou, il a dit la même chose quand on lui a rapporté cette plateforme de 15 points, proposition de négociation, commencez par libérer les détenus. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis c'est pas moi l'interlocuteur, mais commencez déjà par libérer les détenus. Ils n'ont jamais réussi à le faire. Finalement, c'est contre-productif parce que, ça maintient le hirak, il se réseaute. Deux, ça empêche toute action politique, ça empêche de débaucher peut-être des gens du Hirak. Non mais c'est clair, c'est extrêmement important, c'est pas du tout anecdotique d'avoir, même si c'est moins d'une centaine de détenus d'opinion, c'est une centaine de trop, et dans le contexte que nous avons connu, à savoir du soulèvement populaire pour la démocratie, l'état de justice, etc., on voit bien qu'on est aux antipodes de ce qui arrive. Alors pour dire que pour autant ils ont réussi, ben non, parce que la solution politique, elle n'est pas là. Et elle ne sera pas là, on va avoir l'occasion d'en rediscuter. Donc le problème reste entier. Et je rappelle que contrairement à une vision peut-être un peu superficielle des choses, même un régime autoritaire a toujours besoin d'avoir une partie importante de la population qui soutienne ses options. Si ce n'est pas le cas, il est dans un état d'instabilité. Or, le référendum du 1er novembre a rappelé, si besoin était, que cette base, il ne l'a plus. Donc le problème politique reste entier. Et donc la question des détenus, et on y reviendra, sur les conditions d'une véritable restauration, d'un minimum de cohésion politique dont nous avons besoin. Effectivement, moi je souscris au discours qui dit qu'il y a un danger régional. C'est vrai. Il y a même peut-être des infiltrations, etc. C'est une chose, compte tenu de notre histoire récente, on ne peut pas ignorer la chose et dire c'est pas grave, c'est bon. Mais pour que précisément se constitue cette cohésion, il faut un véritable changement politique. Et ce qui est réclamé, ce n'est pas la Lune. C'est des choses franchement élémentaires. Le droit de choisir ses responsables, compte tenu de ce que nous voyons s'étaler dans la presse semaine après semaine, les scandales qui succèdent aux scandales, donc qui confirment le bien fondé de cette revendication, pour la stabilité et la restauration de l'État. Et donc c'est ça la condition sine qua non. Pour l'instant, très clairement, le compte n'y est pas. On ne va pas du tout dans cette direction. L'Ibrahimi, le Hirak n'a pas réussi à faire de nouvelles conquêtes, ça c'est clair, mais bon, l'histoire n'est pas terminée, on est dans un processus révolutionnaire, mais il n'a pas peut-être aussi encore réussi à se fédérer autour de la question des libertés. Le Hirak n'est pas organisé. Ce n'est que maintenant, il y a eu énormément de diversions. Il y a les diversions faites par le pouvoir lui-même, il y a les diversions créées par l'inexpérience des gens, il y a parfois des diversions créées par des gens qui, à tort ou à raison, pensent, y compris dans le Hirak, pensent que le Hirak ne devrait pas, les citoyens, parce que le Hirak, moi je suis contre l'organisation du Hirak, c'est impossible.
Elle est impossible. Donc je parle d'organisation des citoyens selon leur vision de l'idéal qu'ils voudront installer et leur vision des mécanismes de sortie de ce on peut appeler la crise ou les mécanismes d'aboutissement du processus révolutionnaire. Donc il y a peut-être également dans le Hirak des figures qui ont poussé à ce que les gens ne s'organisent pas, qui ont refusé d'appeler à l'auto-organisation de la population, soit parce qu'ils estiment, et ça c'est un peu naïf, qu'ils sont de taille à faire face au pouvoir, ou bien parce qu'ils ne veulent pas, ils ont peur d'être dépassés par l'auto-organisation révolutionnaire des citoyens. Mais le problème, le pouvoir est obligé, c'est ce que je voulais ajouter sur ce qu'a dit Jafar, le pouvoir est un peu obligé d'aller dans cette optique de répression, etc. Le pouvoir ne possède pas de forces en son sein qui sont capables de s'auto-réformer. Ce que Jafar dit, oui, c'est très simple. Effectivement, nous ne demandons pas grand-chose. Nous demandons à ce que le peuple ait le droit de désigner démocratiquement ses propres représentants, à ce que le peuple ait le droit de choisir le modèle d'État qui va être celui de l'Algérie nouvelle. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Le pouvoir refuse de laisser le peuple conduire lui-même le changement. Mais il n'a pas de force en son sein, il n'a pas de classe ou de dirigeants en son sein qui ont suffisamment de capacité et suffisamment de légitimité pour conduire ce changement. Alors sur quoi parie le pouvoir ? Il parie sur la répression, il parie sur le confinement. Le confinement est très très instrumentalisé contre la révolution citoyenne. Troisième chose, il parie d'une manière générale sur le temps. Aller à des élections, c'est un peu le dernier verset On y arrive. Le dernier point de cette rencontre. Aller à des élections en comptant diviser encore, y compris les rangs du Hirak. Vous avez la loi électorale, on va en parler tout à l'heure, qui essaye d'aspirer un maximum d'énergie citoyenne et ensuite parier sur le temps. Parier sur le temps, un petit peu comme ça s'est passé en 89. Qui aurait dit que après 89, le pouvoir réussirait à reprendre le dessus et qu'il y aurait une trentaine d'années encore de pouvoir autoritaire, de système autoritaire. Donc c'est sur ça qu'ils parient. Ils ne peuvent pas s'auto-réformer. C'est pour ça que la seule solution, c'est que les forces citoyennes s'organisent selon leur courant. Chacun selon son courant. Et le courant, il est déterminé non pas par l'idéologie, mais par les mécanismes de sortie de crise, qui est pour la transition démocratique, qui n'est pas pour l'AICLL, même s'il n'est pas pour, il n'a qu'à s'organiser. Et pour quel modèle pour demain? Modèle alternatif. Lorsque les forces citoyennes se seront organisées, à ce moment-là, elles peuvent arracher la levée du déni de liberté, la levée de l'état d'urgence. Parce que les libertés, c'est fondamental pour toute société. Les libertés, c'est un peu comme le corps humain. Il faut prendre sa douche de temps en temps, sinon on se clochardise. Sinon on devient sale, on devient malade, on se clochardise. Une société a besoin de liberté. Dans le cas algérien, les libertés, elles sont doubles. Elles sont à la fois le besoin classique de toute société qui aspire à la démocratie ou qui est démocratique, mais c'est également dans le cas du peuple algérien. Depuis février 2019, les libertés constituent le mécanisme fondamental d'autodétermination du peuple algérien. Le peuple algérien, depuis 2019, demande la sortie de ce système, demande un autre système. Il n'y a que par les libertés que l'on peut lui permettre de s'autodéterminer, de s'organiser, de se réunir, de débattre, de dégager des solutions. Et de construire des alternances. Et de construire des alternatives. Parce que tout cela, on a un peu eu au début des années 90, mais on n'a pas eu les alternances politiques. On nous a fait perdre 2 ans, pendant lesquels, par exemple, si, dès avril 2019, on avait abrogé la loi sur les partis politiques qui est liberticide, on avait abrogé la loi sur les associations, on aurait aujourd'hui une société civile organisée et on aurait une société politique également organisée. Il y aurait de nouvelles forces. En Paris, le pouvoir veut profiter de sa propre forfaiture. Il empêche l'organisation de la société civile et de la société politique et ensuite il argue de la faiblesse de ces sociétés pour empêcher le changement encore. Voilà. Définitivement, Jafar El-Khdari, avant qu'on prenne au téléphone Abdelrahman Arar, est-ce qu'on peut définitivement, en fait, conclure qu'il n'y a pas
épilogué sur l'existence d'une volonté, d'un noyau d'autoréforme au sein du système. On avait évoqué éventuellement avec les tergiversations, enfin il y a eu des hésitations durant la fin de l'année 2020, à un moment donné, sur l'existence d'une peut-être volonté d'aller sur une autre feuille de route, ne pas rester sur le référendum constitutionnel dont on savait très bien qu'il allait être un échec. Finalement, le déploiement de la feuille de route que j'appelle moi Ahmed Gaïd Salah Tebboune, la poursuite, montre que oui, bon, il y a une unité, une cohérence autour de cela. Unité, je dirais peut-être pas de ça, parce qu'on n'a pas rêvé. Il y a bien eu des ouvertures, il y a bien eu ces propositions. Elles ont été réelles. C'est Karim Younous qui les a rapportées, le médiateur de la République, qui les a rapportées au regretté Bourga. Mais il y a eu plusieurs autres indices qui allaient dans ce sens, et moi je souscris à l'analyse d'ailleurs que fait notre ami Akram, qu'il y a deux grands pôles au sein du pouvoir réel. Hein. L'un qui comprend la gravité de la crise et qui comprend ces éléments fondateurs, qui sait que ça ne peut plus durer comme ça et qu'il va falloir sortir intelligemment en discutant, en ayant les paramètres de cette transformation qui sont possibles, d'autant plus que le pouvoir algérien bénéficie d'une chance extraordinaire, il faut le dire. Et c'est ça qui est grave, de ne pas prendre cette opportunité. Il y a deux paramètres fondamentaux. Premièrement, ils ont en face d'eux une population qui est unie autour d'une revendication démocratique, de l'état de droit. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de pays au monde qui aimeraient bien avoir une opposition comme ça, hein, et qui est en plus pacifique, et qui a maintenu son caractère pacifique dans la durée. Donc, c'est constant, et malgré toutes les forces centrifuges qui veulent aller dans un sens ou dans l'autre, on a réussi à maintenir ça. Donc, il y a matière à avoir cette transformation pacifique. Le deuxième, c'est que, on voit bien dans le cas tunisien la difficulté que ça entraîne, nous avons une situation économique et financière qui permet de faire une transition, parce que nous n'avons pas d'endettement, parce que nous avons, malgré tout ce un jour on aura peut-être l'occasion d'en revenir là-dessus, mais nous avons des paramètres économiques qui, en fait, par rapport, par exemple, à la Tunisie, sont beaucoup plus favorables pour gérer une transition. Donc, l'Algérie est parfaitement capable, s'il y a suffisamment de protagonistes conscients de l'intérêt national pour se mettre autour d'une table et en parler, et décider de sortir intelligemment dans un win-win deal pour tout le monde. Mais il y a un groupe qui veut maintenir le système en l'état, ce qui n'est plus possible, mais il pense que c'est possible, malgré tous les échecs politiques qui les suivent les uns après les autres, et il va vers un nouvel échec, avec la préparation d'une élection dans les conditions que nous connaissons. Et malheureusement, effectivement, le curseur va plutôt dans cette direction. Je ne désespère pas de voir l'autre tendance qui s'exprime comme ça, de manière... finalement peut-être l'emporter sur fond de l'échec de la première. Voilà. Mais c'est une spéculation, je reconnais que c'est une spéculation. Abdelrahman Arar, bonjour. C'est une spéculation. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le Café Presse Politique. Je rappelle à nos amis auditeurs, Abdelrahman Arar, président du Forum Civil. Nous avons milité ensemble en 2019 au sein d'un collectif, d'un grand rassemblement de la société civile pour sortir avec la plateforme du 15 juin. On avait divergé notamment sur la question de la transition. Nous, collectif pour le changement démocratique, on était plutôt pour la transition et le Forum Civil était pour l'organisation d'élections présidentielles et on avait fini par laisser ouverte ce point de divergence. Depuis Abdelrahman Arar, pour continuer de faire la présentation à nos amis auditeurs, vous avez choisi donc de soutenir les élections du 12-12. Vous avez même été pré-candidat à ces élections et vous avez aussi soutenu un peu le processus qui s'est déroulé après le 12-12 tout en restant critique par rapport à un certain nombre de décisions. Est-ce que vous êtes encore ce soir critique vis-à-vis du projet de loi électorale qui a été proposé aux partis politiques? Merci de m'avoir invité. Je salue vous inviter. C'est très intéressant d'avoir un espace et d'un échange d'idées malgré les situations, malgré les divergences. Le plus important, qu'on ne perde pas le dialogue et on ne perde pas la connexion entre les différents acteurs. C'est un choix qu'on a fait au niveau de Forum sur une stratégie, sur une vision de lutter et de combattre dans ce processus pour arriver à une finalité que tous les Algériens réclament, c'est le changement et une nouvelle situation politique.
Nous sommes dans cette logique de critique, effectivement, mais en parallèle, on participe dans le processus. Pour nous, c'est une opportunité de travailler dans cette logique et d'exploiter au maximum les espaces qui sont libérés, qui sont là au niveau des différentes institutions, au niveau des différents organes de surveillance ou bien de décision. Pour nous, les élections présidentielles passées, c'était une opportunité pour s'inscrire dans cette dynamique. La même chose pour les prochaines élections. Maintenant, il y a un projet de loi, il y a à chaud des bonnes choses, mais il y a aussi des choses négatives. Nous sommes en train de préparer un plaidoyer dans ce sens auprès des autorités pour améliorer ce texte de loi. Mais il reste que ce texte de loi, c'est pas une finalité, c'est un moyen. Après, il faut le mettre dans son contexte. Le contexte global, c'est où est-ce qu'on est dans les libertés individuelles et collectives, à quel niveau on est. Abdelrahman Arar, qu'est-ce que vous voulez améliorer dans le projet de loi en particulier? À partir surtout le processus qui soit plus transparent, plus de liberté pour les instances qui organisent les élections, éloigner davantage l'administration, ouvrir le champ des médias, donner plus d'opportunités pour les forces qui ont émergé de l'Hirak, s'organiser davantage. Par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec l'exigence des 4%, enfin ceux qui n'ont pas fait 4% aux dernières élections soient obligés d'aller chercher des parrainages. Vous pensez que ça ne laisse pas l'entrée de nouveaux acteurs? Non, parce que les résultats des anciennes élections, ils sont pas légitimes. Comment on va mettre un critère qui n'est pas légitime? Ça, c'est faux. Donc, on va donner plus de chances pour les anciens formes politiques que les nouveaux qui n'ont pas le temps pour s'organiser, qui n'ont pas les moyens. Alors, dans les nouveaux, Abdelrahman Arar, on ne va pas se le cacher, on s'attend très bien à ce que dans les nouveaux, il n'y ait pas ceux qui ont choisi de continuer le Hirak. Il y aura ceux qui, comme Masar al-Jadid, comme peut-être votre propre mouvement Forum Civil, ouais. vont se proposer pour être peut-être une nouvelle base ou une nouvelle opposition au régime de Tebboune. Donc, c'est un mauvais coup, peut-être même à ceux qui sont supposés renouveler la classe politique officielle. Et donc, un avantage pour les anciens partis du soutien de Bouteflika. Mais attention, il ne faut pas faire des préjugés, même sur les nouveaux. Nous, on garde toujours notre indépendance, malgré que nous sommes dans cette approche de participer. Mais on ne sera jamais un outil ni pour le pouvoir, ni pour d'autres. On reste dans notre décision, mais on utilise d'une manière intelligente les opportunités qui sont là. C'est légitime de notre côté. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Vous avez été sollicité pour apporter votre point de vue. Vous allez renvoyer la mouture à ceux qui vous l'ont envoyé. Et est-ce qu'il est prévu une réunion, une conférence pour faire adopter des amendements, ou est-ce que c'est juste une consultation indépendante comme ça? Pour le moment, on n'a pas de réponse claire, mais c'est sûr, il y aura une concertation, un débat sur le projet pour arriver à un projet final. Mais est-ce qu'il y a derrière ça une force de volonté pour changer, pour aller vers un processus plus libre, plus transparent et donner l'opportunité à d'autres forces d'émerger à travers des élections locales ou parlementaires. Abdelrahman Arar, vous y croyez sérieusement à l'émergence de nouvelles forces? Vous avez vu ce qui s'est passé avec les élections présidentielles, et elles ont eu lieu quasiment sous état de siège avec des centaines d'arrestations. Vous avez vu ce qui s'est passé au 1er novembre avec le référendum constitutionnel. On sait tous qu'on s'achemine vers un grand boycott populaire si les conditions ne changent pas, et il semblerait qu'elles ne veuillent pas changer. Est-ce que ça vous gêne pas quand même d'apporter votre caution à quelque chose qui est rejeté par une majorité d'Algériens? On a dit clairement que les résultats sur le dernier mémorandum sur la Constitution, on n'était pas satisfait avec le taux de participation. C'était pas une surprise? Non, c'est pas une surprise parce que le climat n'était pas favorable. S'il y avait une adhésion populaire
et une grande concertation avec les forces politiques pour adhérer dans le projet et aller vers un projet qui est réclamé par le peuple, je dirais que la participation serait plus consistante. Mais c'est une réalité maintenant. Est-ce qu'on va changer de cap? Non, on ne va pas changer de cap parce que la finalité, c'est des changements. Et les changements, c'est un processus. Et vous croyez, vous n'avez pas mis comme préalable la libération des détenus avant la participation au vote. Vous n'avez pas mis comme préalable l'ouverture des médias pour qu'il y ait une campagne équitable. C'est pas un problème pour vous? Non, c'est un problème. Libérer tous les détenus, c'est un droit et c'est une valeur pour nous. Elle reste toujours une constante, elle ne change pas, quel que soit le contexte. Libérer plus les libertés en matière de médias et de pratiques politiques pour les associations, pour les partis politiques, pour les personnalités, pour les syndicats, ça, on peut pas s'échapper. C'est un droit. Et il faut le fonder, il faut élargir les espaces. Et ça, je pense que c'est la responsabilité de tout le monde, y compris le pouvoir actuellement. Il faut arriver à convaincre le pouvoir par cette démarche. C'est pas facile, je sais, c'est pas facile, mais il faut pas baisser les bras et. Abdelrahman Arar, une dernière question avant de vous libérer. On vous remercie encore une fois pour votre disponibilité. Vous dites reconvaincre le pouvoir. Est-ce que vous n'avez pas quand même le sentiment avec la maladie présidentielle? Aujourd'hui, M. Tebboune, son entourage la présidence de la République a fait un communiqué pour dire qu'il a subi une opération au pied. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que la présidence, que le mandat de Tebboune est déjà d'une certaine façon symboliquement terminé et que nous sommes à nouveau dans une crise présidentielle? Moi, je suis convaincu d'une chose, qu'au sein du pouvoir, il a une volonté pour aller vers l'amélioration de la situation et libérer plus les libertés individuelles et collectives. On les a pas vus, on n'a pas vu les tenants de cette volonté. On aimerait bien les rencontrer. Inch'Allah, pourquoi pas. C'est pour ça qu'il faut, quelles que soient les divergences entre les différents acteurs, il faut vraiment rapprocher les visions, y compris avec le pouvoir actuel. Parce qu'on connaît très bien comment la décision politique elle est prise au sein des institutions et au niveau de l'Algérie. Il faut vraiment approfondir la lecture de tous les positions. Alors, vous m'avez répondu, est-ce que cette volonté de changement, est-ce que c'est le président qui l'incarne? Vous avez répondu, elle existe, mais vous n'avez pas cité M. Tebboune. Même au sein de la présidence, et le président il est convaincu par cette volonté pour et chez l'armée, améliorer les choses. Chez les militaires, y compris l'armée. Et on sait très bien que l'armée a joué important pendant l'année 2019 et il est en train de jouer ce rôle. Mais c'est à nous aussi de porter la voix du peuple et de ne pas saisir de la réclamer chaque occasion et chaque moment. Abdelrahman Arar, merci beaucoup. Merci d'avoir participé au Café Presse Politique. Je vous en prie. À bientôt. Alors, le point de vue de la participation existe. Il existe. En gros, on peut dire que ça correspond un peu au Hirak Moubarak, parce que je l'avais cité, quelqu'un comme Abdelrahman Arar et son mouvement a participé à la première période qui a été jusqu'au mois de juin. Et il a finalement soutenu les élections présidentielles pour sauver la République. Enfin, il a son argumentaire. Est-ce que ce point de vue-là, il peut être porté largement en Algérie? Est-ce que, question directe, il peut toucher aussi des partis politiques, et y compris des partis politiques qui se trouvent au PAD, par exemple, qui a jusqu'à maintenant incarné, on va dire, la continuité politique du Hirak à un niveau partisan. Je dis le PAD parce que Ali Brahimi, avec le Kaman, participe au PAD. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de défection spectaculaire à l'approche des législatives? Je ne peux pas vous répondre au nom du PAD. Je peux juste vous dire que jusqu'ici, le PAD n'a pas cru devoir revenir sur ses exigences essentielles, qui sont celles d'une transition démocratique indépendante, vouée au démantèlement des lois liberticides à travers une conférence nationale et un processus constituant. Donc cette position est inchangée. Si dans le PAD il y avait une volonté de changement, normalement, d'un des partenaires, elle se serait exprimée. Je peux vous dire que jusqu'ici, cette volonté de changement, de revenir sur ces constantes... Un des partenaires, peut-être pas, mais un des ex-partenaires? Pardon?
Un des ex-partenaires, je pense au FFS, Oui, le FFS a quitté le PAD. Moi, je vous parle de ceux qui sont présents. Donc il est plus tenu par ses engagements. Le FFS a quitté le PAD, il assume ses positions. Et je voudrais pas polémiquer avec qui que ce soit. Moi, je considère que le PAD tel qu'il est aujourd'hui, autour de 5 partis et de plusieurs organisations de la société civile, est toujours sur les mêmes positions qui ont fondé son existence à travers la plateforme du 26 juin 2019 et la conférence nationale du 9 septembre 2019 et les assises du 25 janvier 2020. Donc il n'y a pas de changement. Ceci dit, je ne peux pas vous donner de certitude ou de garantie. Je pense que les partis gardent leur autonomie, donc qu'ils vont examiner d'une manière souveraine leur position vis-à-vis d'un éventuel prochain processus électoral. Je pense que le PAD est en train de discuter pour s'exprimer publiquement sur la conjoncture et le contexte actuel et certainement sur la démarche du pouvoir concernant les futures élections, mais il n'a pas encore pris position. Il y a juste des réunions pour débattre, échanger là-dessus. Mais par contre, je m'exprimerai moi-même en vous disant que la solution, ce n'est pas une question d'élection. J'ai écouté M. Harhar, j'ai noté qu'il dit qu'il faut impérativement que le champ des libertés soit libéré, que le champ médiatique soit libéré. Il l'a dit. Et il n'a pas dit on doit libérer la loi électorale toute seule. Non, il a dit le champ des libertés et le champ médiatique doit être libéré. Il a dit également qu'il est, même s'il n'en fait pas un préalable, pour la libération des détenus d'opinion et des détenus politiques. C'est important de le noter. Mais j'ai noté également que M. Harhar ne fait que rééditer le scénario de 2012 où il disait la même chose et puis il fallait quand même sauver la liberté. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de volonté politique, il présume qu'il y a une volonté, mais à aucun moment M. Harhar n'a donné une preuve de l'existence de cette volonté et par contre il y a même les preuves inverses. La condamnation de Kshida, de Dalila Touet et d'autres, et des arrestations et le resserrement du dispositif pénal autour des réseaux sociaux, etc. Et là, pour prouver qu'il n'y a pas de volonté. Même M. Harhar veut participer, il finira par dire il faut bien assurer une présence, il va assurer une présence, mais ce qui est certain, c'est au moins pour ce qui est des élections législatives. Le peuple algérien n'ira pas voter parce que le peuple algérien a très bien compris maintenant que ce n'est pas une opération de vote. Il y a un État policier qui a ses mécanismes institutionnels et ses mécanismes juridiques qui incarnent l'État policier, qui permettent à cet arbitraire autoritaire de sévir. Le peuple algérien a compris qu'il faut d'abord lever ça. Il faut d'abord... on nous a fait une loi électorale et la loi sur les partis politiques. M. Harhar disait qu'il faut que les forces puissent se cristalliser. Pour que les forces puissent se cristalliser et s'organiser, et qu'il faut d'abord qu'il y ait une possibilité de débattre entre les gens, que les points de vue se cristallisent et convergent. Donc il faut impérativement, au minimum, abroger la loi sur les associations, abroger la loi sur les partis politiques, lever l'interdit sur le droit de réunion des gens, lever les interdits sur le droit de manifester. C'est tout cela en réalité. Donc nous ne sommes pas du tout dans ce schéma. Le pouvoir parie sur le Covid, le confinement, sur l'état d'urgence, de fait, illégal, et il parie sur la tentation ou les tentations au pluriel qui existent parmi certaines personnalités ou personnes ou activistes du Hirak pour aller se faire une santé en devenant député, puis Mais sinon, y compris la Constitution, et c'est le dernier terme, le peuple algérien veut un processus constituant. C'est-à-dire qu'il veut que lui-même reconvienne librement du pacte national qui le lie. Une constitution, c'est un pacte national démocratique. C'est ce que veut le peuple algérien. Qu'est-ce que c'est que la constitution de Tebboune ?
La constitution de Tebboune, elle est l'exacte réplique de cette Bouteflika. On a aggravé la personnalisation et la centralisation du pouvoir et on a ajouté une disposition, en dehors de la disposition qui permet à l'ANP de sortir des frontières pour aller combattre dans d'autres territoires que la simple défense de notre territoire, ce contre quoi je suis personnellement totalement contre. En dehors de cela, il y a un article qui consacre un véritable droit de tutelle du commandement militaire sur la République algérienne. Oui. Et cette constitution doit être changée. Alors que je vais te demander quand même un mot sur c'est vrai que dans NIDA 22, enfin, j'aurais pu dire aussi que CRASP fait partie de l'espace de débat NIDA 22. On a du mal à se passionner pour le projet de loi électorale parce que bon, on est sur une autre démarche. On dit Ali Brahimi que les Algériens n'allaient probablement pas voter pour les législatives, aller voter pour les législatives. Mais tout de même, on peut commenter l'analyse, on peut commenter l'offre politique que fait le pouvoir avec ce projet de loi. Il a peut-être été maladroit. Il aurait pu faire baisser la barrière à l'entrée encore plus pour tenter d'attirer de nouveaux entrants, de nouveaux acteurs, etc. Avec cette barrière à 4%, et la nécessité d'aller chercher, on peut rater une occasion de diviser un peu plus le Hirak, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, peut-être que dans leur démarche, ils n'ont pas été conséquents, parce qu'effectivement, il faut reconstituer une façade civile, hein, et si possible, ne pas le faire avec les débris de l'ancien système, qui sont passablement discrédités, mais on peut d'ores et déjà dire que ce sera un échec, même si M. Harar participe, etc. Ça ne suffira pas à combler le vide. Faut pas oublier, il faut regarder la séquence dans sa globalité. Il y a eu une révolte suite au scandale du 5e mandat, avec des revendications qui sont parfaitement claires, on ne va pas revenir dessus. Il y a eu une réponse, à un moment donné, c'est de dire oui, qui a pris en compte cette réalité, qui a dit oui, il faut changer, il y a une crise institutionnelle, on va prendre les choses en main, on va changer. Mais cependant, ils n'ont refusé d'ouvrir un débat avec la société civile pour justement convenir des termes de ce changement. Ils ont préféré le choisir eux-mêmes, bien entendu, pour reconduire dans ces grandes lignes le système. Ça a donné la réforme constitutionnelle qu'ils ont voulu. Cette réforme, dans sa procédure, c'est un échec massif, complet. On n'a jamais vu une constitution refusée aussi massivement dans un référendum. Politiquement, elle est invalide. Ça, c'est quand même incroyable qu'on passe outre. Dans le cadre d'une Algérie nouvelle, est-ce que l'Algérie nouvelle va se faire avec 15% du corps électoral ? Est-ce que c'est sérieux de dire qu'on rebâtit sur des bases comme celle-ci ? Je passe sur la question des libertés, je passe sur les prisonniers d'opinion, je passe sur le fait qu'en termes de liberté, tous les Algériens, on voit bien au niveau de la presse, au niveau qu'il y a une régression même par rapport à la situation précédant le 5e mandat. Là, à l'époque de Bouteflika, il faut bien le dire, on avait plus de liberté d'action, plus de liberté de réunion. On n'a jamais vu le RCD se voir interdire une réunion ou des choses comme ça. Donc, la réponse est pour le moins paradoxale. Je suis étonné que certains disent eh ben oui, il faut quand même y aller. Bon. À mon avis, ils font une erreur. Je rappelle qu'il y a eu un choc des partis politiques lorsque le Hirak est sorti dans la rue, où il rejetait justement tous les gens, y compris des gens qui étaient dans l'opposition depuis longtemps. Mais il y avait un discrédit de la classe politique, précisément parce qu'elle était accusée d'être rentrée dans ces jeux malsains et d'avoir accepté une démocratie de façade. Et aujourd'hui, on a une reconduction de cette démocratie de façade sous une forme aggravée. Eh bien, je pense que ceux qui iront dans cette direction, eh bien, n'auront qu'à s'apprendre à eux-mêmes, parce que cette fois-ci, ils ont été avertis. Ils ont déjà eu la réaction populaire qu'ils ont constatée sur le terrain. Donc, je pense que les gens prendront la responsabilité. S'ils ont vraiment un souci quelconque de l'intérêt du pays, de leur propre avenir, eh bien, ils en tireront les conséquences. On est arrivé à la fin de l'émission. Je voudrais recueillir votre impression, chacun votre commentaire sur un épisode qui se déroule en ce moment même pendant le Café Presse Politique, qu'on a choisi de ne pas intégrer dans l'émission. On aurait pu avoir un correspondant à Washington pour la cérémonie de passation de pouvoir dans la première démocratie du monde. Chaotique, situation chaotique, état de siège. Ça ressemble à Alger le 22 février prochain, parce qu'Alger va ressembler un peu à Washington le 22 février. Il y aura probablement un état de siège autour d'Alger. C'est pas ce que j'encourage, hein, c'est un pronostic. On est un peu choqué et on est un peu inquiet quand même, parce que ça peut servir à tous les régimes autocratiques dans le monde, ce type de scénario, pour dire que après tout, quand il faut bloquer, quand il faut réprimer, on a le sentiment que ça peut être utilisé par tous ceux qui sont contre les libertés. Le fait qu'aux États-Unis, le processus démocratique
normal, fluide, ne se soit pas déroulé normalement jusqu'au bout. Vos réactions rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Toute proportion gardée, parce que Trump représente quand même presque 50% de l'électorat américain. 74 millions de votants. C'est différent des exemples d'États autocratiques qui représentent, Ça fait une grande comme différence. dans la Constitution de Une 1er énorme novembre, différence. 7% C'est bien de le rappeler. qui ont voté sur la Constitution C'est bien de du le 1er rappeler. novembre. Donc, toute proportion gardée, beaucoup de gens, notamment les adeptes des régimes autoritaires dans le monde, notamment arabo-musulmans, arabo-berbéro-musulmans, ont relevé que la grande démocratie de Washington s'est retrouvée avec autant de soldats qu'elle en a en Irak et en Afghanistan dans les rues de Washington. Mais au lieu de voir ça, moi je leur dis, parce que ça c'est le maintien de l'ordre, c'est l'aspect maintien de l'ordre. Pourquoi n'ont-ils pas vu qu'un président de la République qui a presque 50% de l'électorat avec lui n'a rien pu faire contre des institutions démocratiques que sont le Congrès. Les États-Unis sont un État de droit, et un État démocratique. Et c'est la démocratie qui a triomphé de Trump, ce n'est pas l'armée américaine déployée dans les rues. C'est totalement différent des scénarios du monde arabo-berbéro-musulman. Absolument. Ce qui fait la force d'un État, c'est les institutions. Et les institutions doivent être fondées démocratiquement. C'est pour ça qu'il faut une assemblée constituante élue. Elles fonderont des institutions solides. C'est ça, la véritable sécurité du pays, y compris la sécurité nationale. C'est les institutions. Parce que quand les institutions sont faibles, tout le monde comprend que le pays est faible. Il peut aligner tout ce qu'il veut en termes d'armes, etc. C'est pas ça qui fait sa force. Ce qui fait sa force, c'est ses institutions. Et les États-Unis, malgré l'aventure populiste de Trump, eh bien, ont des institutions qui ont résisté. J'ajoute juste un point, parce que on a vu à travers cette crise un point très important. Effectivement, dans une démocratie, rien n'est jamais joué. On le voit bien. Il peut y avoir, actuellement, les démocraties occidentales sont en crise. Il y a une crise de représentation, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. On connaît le problème du populisme, etc. Et des vraies questions qu'il pose. C'est pas seulement un problème de populisme. Bon, bref. Mais il y a ce point crucial de l'élection. C'est pour ça qu'effectivement, et on voit bien, voilà une démocratie qui a quand même 2 siècles d'existence, qui est même la mère des démocraties modernes, eh bien, sur cette question d'élection, ça peut partir en quasi-guerre civile. Bon. Et on voit bien pourquoi c'est crucial. Une élection, pour qu'elle soit, c'est fondamental, parce que c'est là que la souveraineté se délègue. C'est ça qui fait l'importance d'une élection. Parce que le peuple est souverain et il va déléguer son pouvoir à des représentants. C'est crucial, c'est un moment crucial. Et pour qu'une élection soit régulière, transparente et acceptée, il faut des conditions avant, pendant et après. Et si ces conditions ne sont pas réunies, alors on n'est pas dans une élection. Les conditions avant, c'est les libertés, c'est l'accès à l'information, c'est l'accès équitable aux grands médias, Louvre, etc. C'est la liberté de se réunir, etc. Toute chose qui n'existe pas en Algérie. C'est pendant, c'est la loi électorale, c'est les listes électorales, c'est les conditions de l'élection elle-même, pas d'intimidation, etc. Et ça aussi, on a un problème parce qu'il faut des curseurs, il faut des assesseurs indépendants qui garantissent ça. Et puis ensuite, autre moment crucial, et on l'a vu aux États-Unis, c'est ce qui se passe après. En cas de contestation, est-ce qu'on a une justice indépendante fiable qui va faire ça? On voit bien qu'en Algérie, en matière politique, il n'y a absolument pas de justice indépendante. Voilà pourquoi, n'ayant pas les conditions avant, pendant et après, il ne peut pas y avoir dans les conditions actuelles en Algérie d'élections véritablement sincères et transparentes. Les conditions, merci. C'est l'exigence du socle démocratique institutionnel de base. Alors le socle démocratique institutionnel de base, on dira tout ce qu'on voudra, mais les processus révolutionnaires tunisiens ont réussi à le mettre en place. Voilà. Nous avons, j'en profite pour en faire la promotion à nouveau, fait 4 heures de programme exclusif sur la révolution tunisienne pour son 10e anniversaire. Et c'est ce socle, c'est les conditions de l'avant, du pendant et de l'après, le fait qu'elle soit réunie, notamment avec l'Assemblée constituante élue en octobre 2011, qui fait qu'aujourd'hui, face à un soulèvement sur les questions sociales et économiques, ce n'est pas le pouvoir et le système de pouvoir qui est remis en cause, ce sont les politiques publiques qui sont remises en cause. Mustafa Ben Jafar, le président de l'Assemblée constituante, nous a accordé cet entretien. Il y a des leçons à retenir pour le processus algérien. Je vous invite, amis auditeurs, encore une fois, à aller écouter, beaucoup à apprendre sur cette révolution sœur. Merci de nous avoir accompagnés. Merci Ali Brahimi pour ta première au Café Presse Politique. Merci Lakhdari Jafar pour ta présence. Merci à nos amis qui ont intervenu, donc Akram Khrif et Abdelrahman Arar. Merci encore une fois à nos amis auditeurs, surtout qui nous portent depuis tellement longtemps. À très bientôt. Yatakum Saha.
Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.